je vais parler effectivement de mes recherches, mais surtout d'un concept central. Je vous invite à venir ici. On a encore 2 sièges si vous voulez. Il y en a une ici. Il y en a 2. Ok. On a un volontaire qui vient. Un concept clé qui est le matching. Pourquoi on parle du matching? Parce que aujourd'hui, beaucoup des systèmes de recommandation, c'est-à-dire on va chercher un livre en ligne, puis on nous propose des options. Ça veut dire aussi on s'inscrit sur une application de rencontre, on cherche des profils et on nous recommande un profil, ou aussi on cherche un chauffeur autour de nous chez Uber et on nous propose un chauffeur plutôt qu'un autre. Donc, ce sont des recommandations automatisées par des systèmes informatiques, des algorithmes, qui vont fonctionner, certains, avec la notion de matching, qui fait une mise en relation entre 2 personnes à partir des critères qui sont établis en amont. C'est-à-dire, on va sur Tinder, c'est une application de rencontre où je vais d'abord créer mon profil et déclarer des informations personnelles. Je dis, je m'appelle Jessica, je suis postdoctorante à l'université de Neuchâtel et aussi je suis femme parmi les différents genres d'identité sexuelle que l'application me propose. Premier point important ici, c'est que ces choix ne sont pas libres. On a une liste prédéfinie par l'application qui va limiter la manière dont je vais me décrire. C'est déjà une première manière en fait d'ensuite récupérer ces données et les mettre en relation avec une autre personne qui aurait rempli aussi leur profil. Et ainsi s'est construit le matching avec ces données déclarées, mais ensuite on va avoir aussi des données implicites, on peut les appeler, qui vont être récoltées sur nous, sur notre personnalité. Parfois, certaines applications vont essayer de comprendre notre personnalité à partir de notre comportement en ligne. Et dans le cas de Tinder, par exemple, vont voir quelles sont mes préférences de partenaires. Je fais un swipe. Le swipe, j'explique, c'est on a sur Tinder une photo de profil, mais on le trouve dans beaucoup d'autres applications. Si je glisse la photo à gauche, je dis que je n'aime pas la personne. Si je glisse la photo à droite, ça veut dire que j'aime bien la personne. Ce swipe, en fait, va donner des informations au système algorithmique pour permettre de faire des calculs, des statistiques et des inférences, comme on les appelle, pour comprendre quel type de personnes j'aime bien. Et la machine, ce système algorithmique dont certains les plus sophistiqués utilisent l'apprentissage automatique, machine learning, vont être capables de dire, avec certaines limites bien sûr, j'aime des personnes qui utilisent des chapeaux. J'aime, Jessica donc, aime des hommes qui ont les cheveux bruns. Mais parfois, peut-être, elle aime bien aussi des femmes qui ont les cheveux blonds. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul choix. La machine, quand je dis machine, je parle de tout le système informatique, va être capable aussi de comprendre ces changements de préférences que j'ai au fil du temps. Un autre point très important, c'est que ces systèmes sont capables de collecter beaucoup de données sur moi dans une longue durée. Dès le moment que j'ai ouvert mon compte sur l'application, il va y avoir tout un traçage de mes comportements. Est-ce que j'ai ouvert l'application? Est-ce que je l'ai fermée? Est-ce que j'ai swipé à gauche, à droite? Est-ce que j'ai mis mon âge ou pas? Etc., etc. Un autre point important, c'est qu'une application n'est pas la seule à collecter des données sur moi. Elle va communiquer avec d'autres personnes, avec d'autres applications où il y a aussi d'autres personnes inscrites pour comprendre mieux qui je suis. Donc, je suis sur Tinder et l'application connaît quel type de personnes ou avec quel type de rencontres je suis en train de faire. Mais elle va peut-être communiquer avec mon application du cycle menstruel pour savoir quel jour je suis en ovulation, si j'ai des rapports sexuels ou non. Mais aussi, elle va
potentiellement communiquer avec Uber pour savoir que j'ai pris une course tel jour, samedi soir, après le festival Digital Dreams à l'Université de Lausanne. Et que donc j'ai fait un match pendant le festival avec une personne et je suis allée à une adresse, potentiellement l'adresse de la rencontre que j'ai faite ce soir-là. Donc vous voyez, point très important, il y a un croisement des données entre les applications pour mieux me profiler, mieux connaître sur moi et mieux aussi comprendre les contextes dans lesquels je suis en train d'utiliser l'application. Très important aussi. En sociologie, le contexte est une notion forte. L'application, elle va faire une réduction de la compréhension de moi, de ma personne, de mes interactions sociales et du contexte à partir des données qui seront définies en amont par des concepteurs et conceptrices d'une application. Donc, comme je dis, il y a toujours des choix limités, des variables et des données définies en amont par l'application elle-même. Maintenant, le matching, du coup, il va se faire entre ces informations qui sont collectées sur moi et sur une autre personne. Et j'appelle ça un matching qui est basé justement sur des critères limités, discrets, où ce matching s'oppose complètement à l'expérience sociale telle que l'a décrit dans la sociologie. Un concept important dans la sociologie, c'est la réciprocité des perspectives. Et c'est une notion importante parce que ça permet de comprendre dans les interactions sociales comment on fait monde commun entre les individus. Ça veut dire qu'on va créer des conventions sociales, collectives, à partir de nos connaissances partagées. Ça veut dire qu'un individu à l'Université de Lausanne ou au travail ou à la maison va partager des connaissances, du savoir-faire, des savoir-être avec les individus qui se trouvent dans le même lieu. Ce sont des connaissances parfois supposées, on croit qu'on les partage, on sait comment se comporter ici parce qu'on a mis des poufs devant moi, je sais plus ou moins comment parler avec un microphone, etc. Et là, on commence à construire un monde commun. Et après, on va interagir peut-être après la conférence. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait avec les applications et avec les systèmes algorithmiques qui vont permettre de faciliter des processus, trier des informations, hiérarchiser des informations, mais ça ne va pas remplacer l'expérience physique telle qu'on l'a construite dans une société. Et ça, c'est important parce qu'on doit pouvoir comprendre les limites des technologies, les assumer, les expliciter, ce qu'on ne fait pas souvent dans l'innovation aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opacité et c'est ça que l'association PersonalData.io fait. On va donner de la transparence sur ces systèmes-là pour qu'on sache sur la base de quels critères on nous met en relation avec d'autres personnes. Pourquoi on me met plutôt en relation avec David plutôt qu'avec James qui est dans la même salle. Ces choix sont opaques, sont souvent aussi soumis au modèle économique d'une application. Et il faut qu'on ait aujourd'hui de nouvelles compétences, des informations, dont un moyen pour nous, pour l'association, de comprendre les technologies aujourd'hui, c'est le droit d'accès aux données personnelles. Une fois que toute personne a le droit de demander à une entreprise, à une société, une copie de ses données personnelles. Donc je peux dire aujourd'hui à l'Université de Lausanne, à Tinder, à Uber, donnez-moi une copie de mes données personnelles. Et là, ça change la donne par deux, et je vais finir là, j'ai pas... Pourquoi ça change la donne quand je récupère mes données personnelles? Je gagne en visibilité sur ce qui est collecté sur moi. Je sais comment l'application est en train d'essayer de comprendre qui je suis et faire ces opérations qui sont au centre du système. Et pour la première fois, je vais avoir une visibilité dont je n'avais pas avant et qui me permet de dire souvent je n'ai rien à cacher. Et je donne ces données parce que ça me permet d'utiliser le service gratuitement. Mais quand on dit ça, c'est parce qu'aujourd'hui c'est très encore peu connu encore. Quelles sont les conséquences de cette collecte de données?
vol d'identité, discrimination, tout un tas de problèmes, discrimination, soit par les algorithmes, par exemple, les chauffeurs Uber me disent je ne comprends pas pourquoi je suis à côté de mon collègue et c'est lui qui a une meilleure course que moi, alors qu'on est les deux sur le même lieu, à la même distance du client qui a demandé la course, par exemple. Donc, il y a cette visibilité-là qu'on va gagner, mais aussi quand on récupère nos données personnelles, on va pouvoir utiliser ou exploiter la valeur de ces données-là. Que les entreprises, les plateformes sont en train d'exploiter sans nous rétribuer quelque chose. Donc, la valeur, elle ne doit pas être financière, elle peut être collective, sociale. Je peux, imaginons, mettre à disposition mes données avec d'autres scientifiques à l'Université de Lausanne et essayer de comprendre un thème de recherche qui nous est commun. Mais aussi, je peux imaginer dans ma commune de collecter des données de géolocalisation de Google Maps, on les met ensemble et on comprend le trafic de notre village et on essaye d'améliorer les pistes cyclables de notre commune. Toutes ces possibilités-là vont commencer à se développer une fois qu'on récupère nos données et qu'on essaye, comme je dis, de faire monde commun avec maintenant des données qui nous appartiennent et qui disent quelque chose sur nous. Avec une certaine limite, elles ne disent pas toutes, et comme je l'ai dit, elles ne vont pas remplacer l'expérience sociale telle qu'elle est construite entre les humains, mais elles donnent aujourd'hui un aspect essentiel dans les interactions avec les technologies, des systèmes de plus en plus automatisés, digitalisés, etc., avec lesquels on interagit chaque jour. Donc quand je parle de ça, et je vais conclure là, je parle d'une problématique qui touche tout le monde. Il y a les chauffeurs Uber qui ont des discriminations algorithmiques qui affectent leur paie à la fin du mois, mais je parle aussi des managers dans une entreprise qui commencent à utiliser ChatGPT pour faciliter leurs tâches quotidiennes. Je parle aussi des professeurs qui donnent des cours en ligne chez Coursera, c'est une plateforme pour donner des cours en ligne, et qui peuvent être aussi bannis de l'application avec tout un tas d'actions, des opérations qui restent opaques. Donc c'est une problématique qui touche tout le monde, et c'est pourquoi personaldata.io est ici pour montrer ça. On va discuter de tout ça ensemble. J'ai une petite dynamique, mais ça c'est notre association personaldata.io et on a un stand à l'Extra Neuf avec des activités, ateliers, fanzines, films et plus, avec l'association aussi AdaFlow. Et là, l'idée c'est qu'on discute des points un peu que j'ai soulevés et si vous avez des commentaires, réactions, bienvenue. Et si possible, une petite dynamique que j'aimerais faire avec vous. Je te laisse commencer. Oui, on va applaudir Jessica, merci pour cette présentation très stimulante. Y a-t-il des questions du côté du public? Nous ouvrons le débat. Moi j'ai évidemment... absolument, je viens te... Oh. Donc c'est avéré que Tinder il communique avec Uber ou c'est dans certaines conditions? Alors non, là j'ai vraiment donné des exemples que je n'ai pas approuvés, mais par exemple dans les investigations avec l'association, on a vu des communications entre Tinder et des entreprises de publicité comme Gillette qui placent de la publicité dans l'application, et il y a un partage des données entre Tinder et l'autre entreprise pour mieux connaître sur la population qui est inscrite dans l'application. Tinder est connecté avec Instagram et avec Spotify, donc là il y a aussi un partage qui est clair. Voilà, donc là le point c'est il y a une agrégation de données importante sur nos données personnelles, sur plusieurs champs de notre vie intime et professionnelle. Mais après, chaque cas, il est différent.
j'ai une question qui revient souvent de la part du marketing, des personnes qui bossent dans le secteur du marketing, et même des personnes concernées, c'est si on ne crée pas un espèce de profilage, comment obtenir le meilleur service, comment vendre le meilleur service. C'est un équilibre à trouver entre en effet les droits des personnes et le fait de leur produire un service complet. Notamment tu parlais de la question des goûts et des préférences sur les applications de rencontres. Donc c'est vrai que moi en tant que délégué à la protection des données, je comprends très mal cette question, mais pour des professionnels du milieu du marketing, comment sensibiliser en fait sur cette question, parce qu'on a quand même un enjeu d'équilibre et aussi on a quand même un enjeu aussi sur l'éthique de la donnée. Est-ce que toi, dans tes recherches, tu as pu justement explorer cette question Oui, alors la question est, pour moi qui se pose, c'est comment on est en train de faire de l'innovation aujourd'hui. Et moi je trouve vraiment impressionnant que le marketing fonctionne encore sur des modèles très très vieux, des segmentations du marché. On va diviser une population selon l'âge, selon le sexe binaire souvent, masculin, féminin et c'est tout. Et même quand on collecte beaucoup d'informations, pour faire sens de ces données-là qu'on a collectées en masse, on doit de nouveau réduire l'information. Ça c'est intéressant. Les systèmes informatiques doivent faire des classifications. Et les classifications, ça veut dire on met dans un panier tout un groupe d'individus. Et sur la base seulement de quelques critères. Et le marketing continue à réutiliser ces vieilles catégories qu'on a. Et qui créent des discriminations. De nouveau, les systèmes font des discriminations. Discriminer, ce n'est pas forcément négatif. Mais ça nous enferme dans des catégories prédéfinies par cette entreprise-là. Et du coup, ma réponse serait, quelle est la politique d'innovation ou quelles sont les stratégies d'innovation là? Ça sert à qui? Au profit de qui? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt investir aujourd'hui dans de nouveaux modèles économiques? Les abonnements Tinder, Netflix, Spotify, tous par mois, on doit payer, ou de la pub. On fait payer l'annonceur par l'annonce qu'il va placer en ciblage la personne par le sexe, par l'âge. C'est bien comme... donc on ne peut pas mettre maintenant des efforts dans de nouveaux modèles économiques, dans l'innovation qui ne vient pas des États-Unis ou de la Silicon Valley, mais qui vont encourager plutôt la connaissance locale, le bien commun, les intérêts des individus et d'un groupe social spécifique. Donc ça c'est... Merci. Si je te comprends bien, la technologie avance, mais nous retardons dans notre usage de la technologie. C'est ça. On vient souvent sur les vieilles habitudes. Et dans mes recherches, on voit très bien comment on imite les technologies qui existent. Par exemple, Tinder a été l'un des premiers à faire le swipe, ou même le premier. Et ensuite, on a retrouvé le swipe partout. Ah, ça marche, très bien. Le matching, il y a des pubs sur des régies qui utilisent le concept de matching pour matcher la personne avec le locataire idéal. Donc voilà, on est en train d'imiter ce patron-là et je pense qu'il faut investir dans d'autres types d'innovations. D'autres questions pendant les innovations? Je me suis toujours posé la question par rapport à l'accès aux données personnelles. On parle de gros groupes, Facebook, Tinder, etc. Mais quand on parle de technologie, il faut aussi penser peut-être aux PME. J'imagine mon dentiste qui a son logiciel qu'il a fait personnellement pour la gestion de ses clients. Comment ça va marcher, on va dire, pour lui, pour qu'il puisse, en un clic, donner accès aux données personnelles. C'est vrai qu'on parle toujours de grosses entreprises, mais c'est vrai que pour peut-être les petits entrepreneurs qui vont avoir besoin d'une solution vraiment spécifique à leurs besoins, ça va leur coûter
relativement cher d'avoir une solution qui soit très poussée au niveau des données, etc. Oui, effectivement. Là, je pense qu'on parle plutôt de l'application de la loi fédérale sur la protection des données personnelles, qui oblige à toute personne qui processe des informations personnelles à protéger les droits de ses utilisateurs et utilisatrices. Donc, l'Université de Lausanne a une personne en interne qui gère les demandes d'accès aux données. Les étudiants peuvent dire « j'aimerais les données de mon compte Unil, etc. » Et les grosses entreprises, grosses institutions ont beaucoup de ressources pour gérer ça. Commencent à ouvrir un poste de Data Protection Officer, des logiciels qui permettent l'automatisation de ces requêtes. Et les petites entreprises, effectivement, ou associations comme nous, vont être pénalisées parce qu'on n'a pas ces ressources-là. Et là, c'est où je pense qu'il faut y avoir plus d'initiatives collectives, avoir le soutien des institutions, parce que tout seul, on ne va pas s'en sortir. Du même côté que individuellement, je pense que ces droits, on les exerce individuellement. Mais tout seul, on ne va rien faire avec ces informations, ou très difficilement, on va faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on pense, nous, à l'idée de faire des collectifs des données, qui voudraient se mettre ensemble et créer une entité pour gérer ces données, et même, du coup, un groupe d'entrepreneurs locaux et locales, etc. Donc, je crois beaucoup à ce pouvoir collectif, et puis, sans le soutien des institutions, on ne va pas s'en sortir. En parlant justement des institutions, j'ai une question qui me vient aussi, je me permets de te la poser, c'est quel rôle est-ce que tu verrais par exemple pour l'école? Parce qu'on a beaucoup parlé, parce qu'évidemment les jeunes sont souvent sur leur téléphone, ils utilisent des applications, etc. Est-ce que l'école en tant qu'institution peut avoir un rôle disons, bénéfique pour la compréhension ou pour même faire progresser cette transparence que tu évoques et que tu appelles? Oui, justement, on croit beaucoup dans l'association qu'on doit multiplier les efforts d'une manière intelligente. C'est pas aller sensibiliser personne par personne, mais les écoles sont un moyen de en fait, diffuser la problématique et les solutions qui vont avec d'une manière plus efficace. On a créé donc des modules pour les maîtres et maîtresses d'écoles secondaires à Lausanne avec le canton de Vaud à mandaté, et c'est maintenant des fiches éducatives qui se trouvent en ligne pour les maîtresses et les maîtres à l'école. Et il y a aussi un site qu'on a créé avec des outils, DigiPower Academy, dans l'idée d'être une plateforme pédagogique à disposition des professeurs à l'université et aussi des maîtres et maîtresses de l'école. Et franchement, ça marche super bien. C'est interactif, c'est participatif. Les jeunes adorent parler de la problématique quand on leur dit regarde qu'est-ce qui se passe dans ton fil Instagram, mais de l'autre côté de la machine. Parce qu'ils disent oui, je sais que la géolocalisation est là, mais si vous allez sur DigiPower Academy et l'expérience Instagram, vous allez voir une cartographie, une carte où la personne était. Et quand on voit ça, le jeune il dit ah, c'est pas super ça qu'on voit où je suis tout le temps, ou quand je sors de l'école, ou que ma mère en fait elle peut me suivre aussi, parce que ces outils servent à la surveillance entre les pairs, pas seulement la surveillance entre la plateforme et moi, ou l'État et moi, et une autre réaction aussi, c'était comment les jeunes étaient ciblés par la publicité. Et parfois c'était « Ah, mais ils savent rien sur moi ». Et ça permet aussi de tester le ciblage publicitaire par rapport à leur expérience. Et pas par rapport à des idées qu'on a de comment sont collectées nos données, comment ça fonctionne, etc. D'autres remarques, questions pour notre... Oui, bien sûr. Merci, bonjour, très intéressant. Vous avez parlé tout à l'heure en écho à la question sur les problématiques marketing. Et en fait,
je me posais la question à l'envers, ce serait de se dire, moi je participais à ce type d'activité depuis 25 ou 30 ans. Et dès qu'on commence à vouloir changer les modèles, vous avez tout de suite des freins énormes, parce que la facilité, c'est effectivement l'âge, le sexe, l'habitat, etc. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est plutôt comment vous, en tant qu'académique, pouvez aider à changer ces imaginaires simplistes et les faire progresser les entreprises. Et certainement avec des nouvelles cohortes de jeunes générations qui pourraient insuffler des nouvelles dynamiques, parce que l'entreprise elle-même, elle est feignante en fait, en soi, sans caricaturer. Elle va aller au plus simple. Et ce serait en fait qu'est-ce qui se passe dans ce domaine pour aider à déclusteriser ces logiques ultra, on va dire, ancestrales. C'est clair, ça fait 50 ans qu'on fait la même chose et qu'on applique Kotler de A à B plus ou moins. Oui, merci. Alors, moi personnellement, comment je change ça? Je m'engage avec une association comme personaldata.io. Mais c'est vrai que c'est une position à assumer. Parce que dans l'académie, on nous restreint de faire ça. Oui, exact. Surtout dans les sciences sociales, je veux dire. Parce que ça dépend aussi de la faculté, et de la discipline et de l'école. Si on est à l'EPFL, on est très encouragé de travailler avec des entreprises. Et il y a toute une logique aussi qui est de dire Google paye des bourses des scientifiques à l'EPFL. Une fois qu'ils sont formés à l'EPFL, ils viennent chez nous travailler. Donc, les meilleurs cerveaux de l'université sont pris après par les grosses entreprises qui peuvent payer leur carrière. Et c'est une problématique importante en Suisse à traiter. Il y a de moins en moins de bourses et de financement public pour la recherche. On exclut des modèles européens, même s'il y a certaines portes qui s'ouvrent. Mais par exemple, là, le FNS, le Fonds national suisse de la recherche, vient d'éliminer la bourse doc.ch qui finance des bourses doctorales. Et donc, il y a cette dynamique à rompre tout de suite, je dirais. Et il faut encourager les scientifiques à penser l'innovation avec des entreprises, des associations, le gouvernement lui-même. Parce que l'innovation, elle est aussi au centre des gouvernements. Mais de nouveau, c'est un effort collectif à faire, effectivement. Et de ma part, c'est ce que j'essaie d'assumer et d'échanger, de le dire, et de m'engager dans le terrain, notamment avec personaldata.io. Aussi, on ne nous enseigne pas à faire de la recherche qui a un impact concret dans la société. On produit des connaissances, on enseigne, on transmet des informations, mais on ne nous apprend pas à venir parler ici où moi je sors et je parle avec les chauffeurs Uber de quelles sont leurs problématiques. Et là, la science, et je l'admets, elle est influencée aussi par les problématiques sociales des individus eux-mêmes, au lieu de sortir de la littérature, même problématiques de recherche uniquement. Peut-être que si on aborde la deuxième partie de ta recherche, ça c'était en l'occurrence cette recherche sur les données personnelles, tu l'as menée beaucoup dans ton travail de thèse. Là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur quoi tu travailles, sur cette question du rapport entre sociologie algorithmique et sociologie du travail, sociologie du travail, parce qu'on vient sur la question sociale justement. Oui, c'est super parce que la sociologie des algorithmes n'existe pas. Et elle commence à se développer. À partir il y a software studies, algorithmic studies, études algorithmiques, études de software dans la sociologie. Mais il y a un livre de la sociologie de Machin qui vient dans ces aspects plus spécifiques que j'ai parlé tout à l'heure. Donc on va dire que c'est un champ d'études qui se développe où je suis très intéressée. Donc comment la technique elle se crée avec des pratiques des développeurs, des codeurs, avec la science des données, avec la collecte des données, avec des humains et des techniques. Et c'est ce qui m'a intéressé beaucoup pendant ma thèse, mais ensuite on a des cas concrets d'application. Il y a Tinder, les applications des rencontres qui vont utiliser certains types d'algorithmes. Donc je prends ces cas concrets pour dire qu'est-ce que la sociologie des algorithmes peut dire de ce phénomène social où les algorithmes ont un rôle très important.
Et ensuite, on retrouve le cas de Uber et du travail digital ou travail des plateformes en général. Donc on parle des coursiers à vélo qui utilisent une application pour connaître la trajectoire des livraisons et arriver chez la clientèle. À chaque fois, il y a des étapes en fait. Par exemple, le coursier reçoit une notification. Vous avez une commande à chercher à McDo et livrer à telle adresse. Et puis le coursier dit OK, j'accepte. Puis il dit OK, je suis chez McDo. OK, je pars de chez McDo. OK, j'arrive chez la clientèle. OK, la cliente ou le client a pris le repas. Ça, c'est toutes des clics qu'on fait de nos actions pour que l'application comprenne qu'est-ce qui se passe. Et il y a la géolocalisation, le GPS du téléphone portable qui dit il est là, elle est là, il est là, il a bougé, il a bougé. Ah, il a fait une pause. Pourquoi? Il est lent. Il attend quoi? Et la plateforme Uber ou Smooth.ch qui utilise aussi Uber Eats, etc. c'est à la milliseconde près qu'est-ce que le travailleur et la travailleuse sont en train de faire. Et je reviens à un point très important, ce n'est pas qu'un problème des coursiers et des chauffeurs Uber. Il y a maintenant des personnes qui travaillent à la maison. Le télétravail commence à devenir très populaire, surtout après le Covid. Et les mesures de flexibilité des entreprises sont beaucoup plus importantes. Et ça fait qu'on travaille depuis la maison, depuis le bus, depuis le métro, avec le téléphone portable ou avec l'ordinateur. Mais on a Teams, Microsoft Teams. Et on peut savoir aussi à la milliseconde près quand je suis en train de bouger le souris. Et on sait que la personne est active ou non, qu'elle a commencé son shift à la bonne heure ou pas. Il y a des systèmes informatiques algorithmiques derrière. C'est là où je reviens à mon cas de recherche sur la sociologie du travail. C'est que ces systèmes informatiques sont maintenant à l'usage des entreprises pour surveiller, monitorer, contrôler la main-d'œuvre qui est à disposition. Et qu'est-ce que ça permet aussi de faire? C'est de pénaliser à partir de ces données qu'on collecte. Donc, le cas de Tinder est très important parce que ça nous permet de voir comment les algorithmes influencent les possibilités des rencontres. Je ne retrouve pas une personne là qui me plaît beaucoup parce qu'on a décidé pour moi que c'est plutôt cette personne-là. Mais dans le cas du travail, c'est très critique aussi parce qu'on me dit tu fais telle tâche à telle heure, comme ça je te garde à disposition de moi. Comme les chauffeurs Uber le savent, ils vont rentrer à la maison et on dit ah, j'ai besoin que ce chauffeur soit disponible. Donc je vais lui donner une course qui est plutôt par là, de l'autre côté de chez lui, pour qu'il reste connecté, à disposition. Et c'est là où il y a beaucoup de pouvoir sur ces systèmes informatiques et à disposition des entreprises. Et de nouveau, maintenant, le travailleur, la travailleuse n'est pas au courant de tout ce qui est possible de faire avec ça et avec ces données personnelles. Juste par rapport au chauffeur Uber, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au paiement, enfin comment ils sont payés, etc. Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément sur ça, et aussi côté client, parce qu'on n'a pas forcément idée que du côté client, on est aussi lésé dans certains aspects de l'utilisation. Oui, exact. Important cette question parce que on pense aussi que c'est juste côté travailleur-travailleuse, mais dans le cas des chauffeurs Uber, ils se sont rendus compte que s'ils avaient une meilleure note, vous savez, quand on commande une course, après la course, on peut dire je donne 2 étoiles au chauffeur, ou 5. Et ils se sont mis ensemble en dehors de l'application. C'est ça qui est bien, l'application ne permet pas aux chauffeurs de parler entre eux. Je parle au masculin parce que c'est un secteur masculinisé. Mais ils se mettent en dehors de la voiture à attendre les courses et ils commencent à parler, partager des connaissances et ils font sens de ce qui se passe dans l'application. C'est là où la sociologie, le sens commun, il est très important.
Et il commence à voir qu'il y en a un qui a 5 étoiles. Il est au maximum et il reçoit des très bonnes courses. Pour 5 km, il a 20 francs. Je dis n'importe quoi, mais eux, ils sont meilleurs que moi dans les calculs. Et alors que l'autre, qui a 2 étoiles, a une petite course qui ne vaut rien. Et de l'autre côté, il y a le client et la cliente qui peut payer aussi plus cher qu'une autre personne. Et maintenant, les chauffeurs peuvent aussi noter la clientèle. Ça évolue aussi tout le temps en permanence, je ne sais pas l'état actuel, mais les chauffeurs se plaignaient pourquoi eux, ils peuvent nous noter et pourquoi nous, on ne peut pas noter quand la cliente m'engueule. Et c'est devenu bidirectionnel. Ça, c'est important dans le concept de matching que je dis. Souvent, c'est unidirectionnel. Et le matching essaye de prendre connaissance des deux côtés pour que ça soit bidirectionnel, mais il y a la conception au milieu qui dit bon, ça va plutôt aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Chauffeur et client Uber, pareil, on va se noter mutuellement, mais ça n'a pas les mêmes conséquences. Et côté revenu, justement, il y a beaucoup de critères dont on ne sait pas aujourd'hui pourquoi il y en a certains qui ont des meilleures courses que non. Et ça se traduit donc dans des meilleurs ou pires payes à la fin du mois. Un autre problème, c'est que ce sont des systèmes qui travaillent à la demande. C'était très malin de chez Uber et de beaucoup de plateformes de livraison de dire si il y a de la demande, on va te donner du boulot. Mais s'il n'y a pas, je ne peux pas te donner. Uber ne perd rien. Smooth ne perd rien. Bien sûr, il y a maintenant les droits de travail, les régulations à Genève, dans le canton de Vaud qui essaie de dire non, vous allez assurer une horaire, au moins un shift de 3-4 heures par jour aux travailleurs et travailleuses. Mais le principe, c'est ça. Je régule l'offre et la demande. S'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de travail. Et je ne perds rien. Mais le chauffeur, il est là en permanence. Lui, il perd de l'argent. Il est à disposition de la plateforme de 8h du matin à 6h l'après-midi. Et s'il n'a pas de courses, et il ne sait pas pourquoi il ne reçoit pas de courses, parce que Uber ne lui dit pas « Écoute, on n'a pas de clients aujourd'hui ». Il est là, il attend, parce que ça le retient. Et peut-être qu'on revient là aussi à ils disent « Je suis devenu addict à faire de l'argent. Parfois j'ai une bonne course. » Et ils se disent « Waouh, c'est super, je vais faire plein de courses aujourd'hui. » Mais non, en fait, il n'y avait pas beaucoup de clients, c'était juste une bonne course. Et donc sa rentabilité commence à chuter parce qu'il a dépensé de l'essence, il a fourni des heures de travail qui ne sont pas rémunérées et problématique de nouveau commune à beaucoup de travailleurs et travailleuses avec le télétravail ou avec des nouvelles formes de flexibilité. On est à disposition en permanence, les horaires s'intensifient, extensifient, ils deviennent plus longs. Nos journées, peut-être elles sont fragmentées et du coup on ne se rend pas compte quand on est vraiment disponible, si c'était peu ou beaucoup. Parce que je réponds ici maintenant, après je vais faire la lessive et je reviens et je travaille de nouveau, mais du coup je travaille aussi à 10h et je travaille aussi le samedi et le dimanche. Et donc nos horaires sont fragmentés et on n'arrive plus à savoir quelles sont les heures payées ou non payées. Et c'est ce qu'on a essayé. Même plus qu'essayer, on a prouvé à Genève les revenus que les chauffeurs Uber avaient, très bas, au moins qu'ils travaillaient comme des malades, mais la rentabilité du coup chutait aussi parce qu'ils dépensaient beaucoup en essence, maintenance de la voiture que Uber ne couvre pas, et ils gagnent finalement moins que le salaire minimum. Et beaucoup n'arrivent même pas au salaire minimum. Et on a une exposition à Extranef qui montre un peu plus ça, les statistiques, les analyses qu'on a fait de leurs données personnelles. Et c'est devenu une preuve pour eux de dire à l'État de Genève, Uber est notre employeur, mais ne nous paye pas bien, nos conditions sont précaires, on n'a pas assuré un salaire minimum. Et ça, on l'explique à l'Extranef, vous pouvez venir si vous voulez savoir plus. Donc l'extranef, c'est juste pour indication le grand bâtiment vitré qui est juste à gauche, là-bas, si vous suivez la petite avenue. Vous tournez à gauche et vous allez tomber sur l'exposition de personnel d'état. Y a-t-il d'autres, une ou deux dernières questions peut-être pour notre conférencière?
Jessica Pidou, oui, allez-y. Oui, sur un sujet qu'on a peu évoqué encore jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on sait de comment ce principe de matching influence peut-être notre environnement culturel, la façon dont on vit avec la culture quand on n'a plus le choix de ce qui nous est proposé comme musique, comme vidéo, comme artiste, comme créateur. Où en est la recherche là-dessus? Oui, merci. Comme je dis, ce principe des matching, on peut le retrouver dans beaucoup de systèmes. Et Spotify a des systèmes de recommandation et des matching aussi entre mes préférences musicales et les artistes qui ont ce genre de musique. Mais on le retrouve aussi chez Netflix, un autre champ de culture important pour les arts audiovisuels. On va apprendre sur mes préférences, qu'est-ce que je regarde, et Netflix est très précis, comme YouTube, quand est-ce qu'on a mis pause, est-ce qu'on a laissé tomber le film, est-ce qu'on a un style préféré, des types de séries, etc. Et ça alimente le système algorithmique pour dire on va créer du nouveau contenu de cette façon-là, ou on va plutôt lui proposer ce type de contenu que nous on assume qu'elle aime bien. Et ça crée des boucles et des bulles algorithmiques, souvent on dit, des filtres qui nous renferment dans les mêmes préférences et qui renferment autant les artistes et le contenu qui est maintenant généré automatiquement par l'intelligence artificielle générative. On crée des vidéos, des peintures, des chansons sur la base de ces préférences qui sont souvent prises par une moyenne. Ça c'est important, c'est une notion, c'est une mesure que souvent on voit dans les systèmes informatiques. On prend la moyenne des préférences des personnes pour lui proposer un contenu. C'est-à-dire, j'ai indiqué une préférence pour 20 personnes. Et ces personnes ont tel type de cheveux, elles aiment tel type de musique. On va me présenter la moyenne qui représente ces 20 personnes que j'ai likées dans le passé. Très important aussi, le système va apprendre des notes passées et va revenir avec ce qu'on a fait dans le passé. L'expérience sociale, elle est imprévisible. Elle change, elle est située. Moi, je peux dire aujourd'hui que j'aime du maté, parce qu'on me l'a offert et je trouve ça bien. Ensuite, c'est bon. Mais peut-être demain, j'aime pas. J'ai le goût, mais ça passe pas. Ou je suis avec des amis et je préfère le vin ou un cocktail. Ça, on change en permanence. Et les préférences, évidemment, il y a quelque chose qui revient de l'héritage, des parents, de la famille, mais ce n'est pas fixe. Les algorithmes vont toujours revenir sur ce qui est du passé. Et quelqu'un m'a dit ça, j'aimais bien l'illustration. La machine nous vomit ce qu'on a mangé. Et on va remanger notre vomi à chaque fois. Si il y a du contenu raciste, on va nous présenter du contenu raciste parce que certaines personnes l'ont liké dans le passé, en masse. Si, je reviens au thème de la culture, si on a aimé que des chansons de rock, et je suis sûre que ça vous est arrivé, que des chansons de rock, des Foo Fighters, des Blink-182 dans le passé, Spotify est capable de trouver quelques secondes de la mélodie de cette chanson qu'on a aimée et de nous proposer de matcher avec une autre chanson qui a aussi cette mélodie similaire pour nous présenter une chanson qui est similaire. Et puis au bout d'un moment vous dites, c'est toujours la même chanson que j'écoute, qu'est-ce qui se passe là? Ou peut-être ça vous est arrivé dans un magasin, ah mais je connais cette chanson. Il y a les playlists autogérées par Spotify avec des mélanges des groupes sociaux proches et on se retrouve tous et toutes à écouter la même musique. Ça peut faire un monde commun. On est peut-être de la même génération, on va au même bar, on aime le style de rock qu'il y a dans ces bars-là, mais on a moins de contrôle quand c'est une machine qui nous le propose et qui ne nous dit pas comment sont construits ces goûts pour nous et qu'on ne peut pas les changer en plus.
Parce qu'on n'a pas le niveau de technicité, on n'a pas les outils pour le faire, on n'a pas la main derrière cette machine qui choisit pour nous. Comment est-ce qu'on fait éclater cette bulle algorithmique? Alors, on a des nouveaux réflexes ou des compétences à apprendre sur ces technologies-là. Des gens me disent, c'est les utilisateurs et utilisatrices même qui créent ce savoir-là, c'est je crée un nouveau compte. Je fasse mon historique. Je commence à liker et aimer d'autres types de chansons. Je commence à aimer aussi d'autres types de profils sur Tinder. Mais il faut avoir ces pratiques nouvelles, ces nouvelles conventions sociales. Je parlais des conventions qu'on fait dans la vie physique, déconnectée, mais il y a ces nouvelles conventions sociales qui sont en train de se créer avec les technologies. On doit prendre conscience et essayer de les changer à notre façon. Et aussi de comprendre les limites et dire là, j'arrête ou je change d'application, je vais vers une autre. Et peut-être j'essaye aussi maintenant la radio. Et ça, on analyse un peu aussi dans l'association comment ces goûts musicaux sont en train de changer la pratique d'art des artistes eux et elles-mêmes, qui s'adaptent aussi à ces nouvelles technologies. Quand je décide de mettre par exemple ma chanson sur Spotify, Spotify me donne un format spécifique, il y a une qualité sonore spécifique. Et les artistes se plaignent de comment la qualité baisse pour l'écoute. Et aussi les artistes se plaignent du peu de rétribution de la valeur artistique qui leur revient. Parce que Spotify l'exploite à partir de leur modèle économique. Comme je dis, il faut de l'innovation aussi au niveau du modèle économique. Aujourd'hui, toute notre création et savoir-faire, etc., est bien structurée par la manière dont les technologies sont développées. Et ça, il faut en prendre conscience pour savoir les limites. Voilà, l'avenir sera peut-être donc dans le hacking des données que l'on recueille, que l'on récolte sur nous. Un immense merci à Jessica Picou pour sa conférence et pour son propos.